pénétrer l'intimité d'un pays, pour se fondre dans la nature, rien ne vaut la marche à pied. C'est pourquoi je vous propose une randonnée en zigzag dans le massif des Bauges pour en découvrir la diversité. Et pour se donner du courage, on va commencer dans de bonnes conditions, au milieu des vignes, dans la Combe de Savoie, au-dessus de la plaine de l'Isère. Contraste entre déjà ce piémont un peu chaud et le fond de la vallée à l'ordonnancement rigoureux des cultures permises par l'endiguement de l'Isère au XIXe siècle. On peut encore voir dans le fond de vallée quelques éléments de la nature virginale avant l'endiguement, les marais de la Biale notamment. Nous avons pris de la hauteur, il fait chaud sur ce versant bien exposé. C'est d'ailleurs cette exposition et les cailloutis calcaires produits de l'érosion de ces falaises qui sans doute ont permis l'installation de la vigne. Mais notre propos est d'aller plus haut, vers le col de la Sia, et de retrouver l'ancien chemin par lequel les gens des Bauges communiquaient avec ce versant. La vigne et les prés nous ont quittés entre 500 et 600 mètres d'altitude, et sur la pente qui se redresse, la forêt a maintenant pris le relais. Mais ici, la chaleur est encore forte et c'est le chêne avec un cortège d'arbustes où domine le buis qui va maintenant nous accompagner. Et au fil de la montée, qui nous mènera en crête à plus de 1300 mètres d'altitude, on verra la végétation changer au fil des pas. Un point de vue, voilà pas de 2 heures que nous étions enfermés en forêt, toujours agréable de pouvoir faire le point et de mesurer la distance parcourue. Et pour ça la carte est irremplaçable, le point de vue aussi. On voit bien Saint-Jean-de-la-Porte en bas, à proximité de notre point de départ. On est bientôt arrivé au col de la Sia, après un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Eh bien, nous voici arrivés au cœur des Bauges. L'homme est présent partout dans ce paysage. On lui doit bien sûr les villages et ce qui compose essentiellement ce paysage, tous les prés de fauche. Tous ces éléments qui composent le paysage sont des éléments naturels. La nature, qui peut vous paraître banale, réserve pourtant ici 1000 découvertes à
celui qui a les sens en éveil. Et observer, c'est pas privilégier la vue, c'est d'abord ce qu'on voit qui attire l'œil, bien sûr. C'est aussi toucher l'écorce de l'arbre, c'est aussi froisser la feuille de la menthe pour sentir son odeur, c'est faire jouer tous ses sens en quelque sorte. Et après, le soir, ou juste après, on ouvre le guide, on repère d'autant mieux ce qu'on a vu qu'on l'a bien regardé. Comme nous l'a expliqué Jean-Pierre, le massif des Bauges peut, sous nos pieds, révéler bien des surprises, pour peu que l'on y prête attention. Outre cette nature de tous les jours, le massif héberge également des espèces plus rares, qui demandent pour être rencontrées une quête plus minutieuse et une patience à toute épreuve. Ces espèces appartenant à la nature dite exceptionnelle sont souvent associées à des milieux plus rares ou difficilement accessibles, comme par exemple les falaises. C'est notamment en raison de la tranquillité de ces lieux, encore peu ou pas exploités par l'homme, que des rapaces viennent y nicher, comme l'aigle royal, le faucon pèlerin ou le circaète Jean Leblanc. Au pied des falaises, le circaète peut venir chasser dans les prairies dites sèches, car ici, l'eau du sol disparaît très vite dès que les beaux jours arrivent. Les espèces doivent s'adapter à la rareté de l'eau en accélérant leur cycle biologique et en jouant de tous les stratagèmes pour attirer les insectes pollinisateurs. À ce jeu, les orchidées sont les reines de la séduction, que ce soit l'orchis brûlée, l'orchis mâle, la céphalanthère, l'orchis bouffon, l'orchis singe, qui toutes n'hésitent pas à se parer de couleurs magnifiques comme l'ophrys bécasse qui se déguise en insecte. Les orchidées des milieux humides n'ont rien à envier à leurs sœurs des pelouses sèches, du point de vue de la variété des formes et des couleurs. Ces milieux très divers, zones alluviales, tourbières, marais, sont également un régal pour les yeux et un milieu de vie pour de nombreux animaux. L'homme a un rôle important dans la préservation de ces milieux et de ces espèces, par la prise en compte de cette diversité, dans ses modes de gestion de l'espace. Dans certains cas, cette gestion peut avoir un caractère prépondérant sur les caractéristiques des milieux. C'est notamment le cas des forêts, où nous vous proposons de retrouver Jean-Pierre. Voici à près de 1400 mètres d'altitude, dans une belle ambiance forestière, où dominent deux arbres qui ont la vedette, surtout l'un d'entre eux, l'épicéa, et le sapin, à moindre titre.
Eh bien, ce jeune sapin né d'une graine qui a échappé aux parasites, aux rongeurs, à la concurrence de la végétation, pourra, avec un peu de chance, devenir, dans 120 à 150 ans, un de ces arbres, en l'an 2120. Et bien voilà l'indice de la présence du forestier dans cette forêt. C'est l'empreinte du marteau forestier par lequel le forestier désigne les arbres destinés à être abattus. Celui-ci est gros, il a fait son temps. Et puis surtout, lorsqu'il sera parti, il donnera une chance à ce jeune sapin ainsi qu'aux autres qui entourent cet arbre d'avoir un avenir. Abattre un arbre mûr pour permettre à de jeunes arbres de prendre sa place, c'est l'acte fondamental de la gestion forestière. La forêt est gérée, on peut même dire qu'elle est cultivée, en ce sens que le forestier utilise le matériel végétal à sa disposition pour répondre aux besoins de notre société en matériaux bois. Et il doit le faire avec plusieurs soucis en tête. D'abord celui de conserver la forêt pour les générations futures. Le forestier doit aussi répondre aux aspirations des randonneurs ou des skieurs de fond qui souhaitent avoir un paysage agréable comme cadre de randonnée. Une petite pause avant de pénétrer dans les Hautes-Bauges, car maintenant l'altitude s'élève, la pente se redresse. D'ailleurs, la raideur des versants explique sans doute l'intensité de l'érosion matérialisée par cet amoncellement de cailloux, de blocs, de troncs d'arbres. Car ici, la nature reprend ses droits. En ce lieu, plus qu'ailleurs, l'homme doit composer avec la nature. Il doit négocier sa place, qu'il soit forestier ou alpagiste. Mais aussi en ce lieu, dans ces Hautes-Bauges, ce milieu naturel moins perturbé qu'ailleurs réserve de belles surprises aux naturalistes par la diversité des habitats que le massif renferme, des falaises au bord du Chéran, des éboulis aux landes, de la forêt à la pelouse. Il y a là une diversité de milieux qui permettent d'abriter de très nombreux éléments de la faune et de la flore qui font la richesse de ce site.
un sapin qui a une drôle de tête, avec ses ramifications toutes désordonnées, les bourgeons qui ont été manifestement broutés. C'est l'indice de la présence d'une grande faune. Il est vrai qu'ici, nous sommes dans la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges. On sait qu'elle renferme tout à la fois du chamois, du mouflon, du chevreuil, autant d'animaux qui peuvent trouver ici, notamment en hiver, dans des sites d'hivernage plus propices pour essayer de profiter encore d'une végétation qui n'est pas totalement recouverte par la neige, et notamment les arbres qui peuvent dépasser du manteau neigeux. C'est un beau sujet d'ailleurs pour les gens qui gèrent cette réserve que d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre ces populations animales, entre elles, mais aussi entre les populations animales et le milieu dans lequel elles vivent, et notamment le milieu forestier qui leur apporte la nourriture. Il faut gérer le conflit entre l'animal et la forêt, car le forestier compte aussi sur les produits de la forêt, bien entendu, et si ceux-ci sont prélevés dès le départ par l'animal, que par ailleurs on veut ici multiplier, on voit bien que le conflit existe et qu'il faut le résoudre. Nous voici au col de Chérel. La forêt est derrière nous, ou au-dessous de nous. Nous sommes entrés dans le domaine pastoral, dont témoignent les sonnailles et ces chalets d'alpage implantés au col. Eh bien, nous avons enfin atteint cette grande tache bleue sur la carte dont nous avions rêvé depuis un certain temps. Le lac d'Annecy, entrevu depuis les crêtes. Ce lac qui est maintenant un peu une image de pureté, mais dont nous espérons découvrir un des poissons symboles dans l'assiette, sans doute, la ferra. On a eu l'occasion aussi de déguiser notre curiosité sur un milieu naturel tout à fait remarquable qui subsiste au bout du lac, dans la réserve naturelle du bout du lac, c'est son nom. Cette réserve qui est particulièrement intéressante, notamment par les roselières, ces roselières, ce milieu de vie entre terre et eau, qui est une véritable usine à vie, là où se construisent les chaînes alimentaires et où on trouve encore quelques témoins d'une flore et d'une faune rares, libellules, orchidées. On y trouve aussi le castor. On a repéré ces traces dans ces milieux alluviaux et ça justifie tout à fait qu'on se soit donné là
une protection forte, en l'occurrence une réserve naturelle. Eh bien, nous allons nous quitter là. Quant à moi, je poursuis mon chemin vers le nord, mais c'est à vous maintenant de partir à la découverte de ce massif au rythme de vos pas. Et j'en suis sûr, vous apprécierez comme moi le vert de cette nature Beaujus, le vert des pelouses, des pâturages, des forêts, bien sûr. Vous apprécierez sûrement la présence de l'eau partout, du torrent au lac, la diversité des paysages, de la vigne à la roselière, mais aussi l'harmonie des paysages traversés. Vous découvrirez sans doute l'homme derrière chaque brin d'herbe, chaque arbre, dont témoignent aussi les villages dans les fonds de vallée ou les chalets d'alpage. Et n'oubliez pas, finalement, la nature, elle est là au bout de vos souliers. Et pour comprendre ce pays, point n'est besoin d'être savant. Un peu de cœur et surtout beaucoup de curiosité suffiront. Conserver cette harmonie, maintenir la vie sur ce massif, introduire les visiteurs après vous dans l'intimité de ces lieux, voilà un bel enjeu pour le parc naturel régional du Massif des Bauges.